Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger le travail que vous aviez à faire sur Bismarck et la proclamation du Deuxième Reich entre 1862 et 1871. Nous allons répondre en fin de compte à une question principale qui est: par quels moyens Bismarck permet-il la proclamation de l'Empire allemand? Otto von Bismarck est un Prussien issu de la noblesse protestante. Bismarck est un conservateur qui veut se mettre au service de la grandeur de son pays. D'abord diplomate, il est élu député en 1847, puis nommé ministre des Affaires étrangères de Prusse par Guillaume Ier en 1862. Depuis l'échec des mouvements nationaux allemands en 1848, il est convaincu que l'unité allemande ne peut venir que d'un pouvoir monarchique fort et non du peuple. En 1866, puis en 1870 et 71, il écarte successivement l'Autriche et la France qui font obstacle à l'unité allemande. Après la proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871, il devient le chancelier du Reich, fonction qu'il occupe jusqu'à sa démission en 1890. Cette huile sur toile de Anton von Werner s'intitule Bismarck proclame l'Empire allemand. Cette toile à elle seule permet de montrer l'importance de Bismarck. En effet, Otto von Bismarck est vêtu de blanc et alors que les autres personnages sont tournés entièrement vers le souverain, il fait face à celui qui visualise l'image. Il est ainsi aisément reconnaissable. Il est intéressant de plus de noter que l'uniforme que portait Bismarck était alors bleu, et non pas blanc comme la mise en scène du tableau. De plus, Bismarck est situé au centre de la scène, ce qui est assez rare quand on met le souverain au premier plan. Enfin, il faut rappeler qu'il ne fait pas partie de la plus haute aristocratie, et ainsi sa place dans la composition reflète davantage son importance dans le processus d'unification que sa place sociale. Dans ce discours à l'Assemblée prussienne, datant du 30 septembre 1862, Bismarck refuse les idées libérales. En effet, il s'oppose au vote et au discours devant une assemblée dans le cadre d'un débat et rejette le principe de la majorité. Il prend ainsi position contre l'idée nationale sous sa forme républicaine libérale telle que cela avait été proposé en 1848. Dans ses pensées et souvenirs, datant de 1899, Otto von Bismarck ne veut pas d'une Autriche ennemie ou absorbée dans un État pangermanique. Le pangermanisme est un projet visant à regrouper toutes les populations d'origine germanique et de langue allemande dans un seul État. En effet, il considère l'État autrichien comme une pièce à part entière de l'échiquier européen. Otto von Bismarck rajoute que l'ennemi doit bien demeurer la France. Bismarck est en effet un représentant de la dynastie et de l'ancien régime solidement arrimé dans le nord et l'est prussien, où dominent politiquement et socialement les Junkers, c'est-à-dire la noblesse prussienne. Selon Bismarck, l'unité ne peut se faire que par le fer et le sang. De nombreux territoires sont acquis par la guerre. En effet, nous pouvons le voir dans les documents 1, 3 et 6. C'est sûrement sur cette carte qu'il est le plus facile de repérer ces territoires. Cette carte évoque l'acquisition des duchés du Nord entre 1854 et 1865, acquis par la guerre contre le Danemark, mais également les territoires du Nord et du Centre à l'Ouest, en 1866 après la bataille de Sudova, et enfin l'acquisition de l'Alsace et de la Moselle en 1871 avec la bataille de Sedan. Cette aquarelle de Jacques Onfroy de Bréville, aussi connue sous l'acronyme JOB, s'intitule Alors en deuil des provinces perdues, elle revêt sa robe sombre. Cette aquarelle est riche en stéréotypes. Les deux enfants enlevés à leur mère incarnent les territoires perdus de l'Alsace, particulièrement reconnaissable grâce à sa coiffe, son grand nœud noir, et la Moselle. Le soldat prussien est lui coiffé d'un casque à pointe. Il porte son grand manteau kaki caractéristique et il est barbu, signe de violence beaucoup plus que de virilité. La nation française, et non Marianne précisément, est une femme en deuil, esseulée par les privations d'une guerre dure. Le dépouillement du décor oriente le regard directement vers la tension de l'enlèvement. D'autres territoires sont acquis par négociation ou par fusion grâce au traité dont il est question dans ce document. Le traité de Vienne de 1864 permet le rattachement des États du Nord. Le traité de Prague de 1866 permet le rattachement d'États du Centre, dont Hanovre. Enfin, le traité de Francfort
en 1871, entérine l'annexion de l'Alsace et la Moselle, mais permet également l'intégration sans guerre de nombreux territoires du centre et du sud de la Confédération. Pour permettre la proclamation de l'Empire allemand, les moyens utilisés par Bismarck sont à la fois intérieurs et extérieurs à la Prusse. Les moyens intérieurs sont ceux qui permettent au pays de triompher par la guerre. Les moyens extérieurs sont ceux de la négociation, le plus souvent une fois le conflit contre l'adversaire gagné. Nous allons maintenant pouvoir conclure ce chapitre et répondre à la problématique: en quoi la question nationale est-elle au cœur des enjeux politiques et diplomatiques en France et en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle? La question nationale est au cœur des enjeux politiques en Europe de 1850 à 1900. Le principe des nationalités permet à Napoléon III d'affirmer la place de la France en Europe. En effet, la France participe et se rend indispensable lors de la mise en œuvre de l'unité italienne. Mais le processus d'unification nationale ne sont pas uniquement dus à la diplomatie française. L'idée nationale, jusque-là portée par les peuples, notamment lors du Printemps des peuples de 1848, est prise en main par les souverains qui construisent de nouveaux États-nations. C'est le cas de l'Allemagne, qui, grâce aux actions militaires et diplomatiques de Bismarck, va réunir les 39 États germanophones de 1850 en un second Reich de 1871. Mais ces processus ont de lourdes conséquences. En effet, les unifications se font souvent sans tenir compte de la volonté des peuples. Dès lors, des frustrations demeurent et génèrent l'essor de mouvements nationalistes plus radicaux. J'ai songé à 3 ouvertures possibles. La première idée consisterait à parler des aspirations revanchardes de certains peuples et du déclenchement de la Première Guerre mondiale. La deuxième idée consisterait à aborder le fait que, dans le cas de l'unité italienne comme dans le cas de l'unité allemande, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été bafoué. Ce même droit a été réaffirmé après la Première Guerre mondiale par le président Woodrow Wilson en abordant les 14 points. La dernière possibilité d'ouverture serait le fait de parler des États multinationaux. L'Autriche de la fin du XIXe siècle peut être comparée au Liban actuel. L'ensemble de la conclusion est rédigé sur Pearl Trees. J'espère que ce cours aura été suffisamment clair pour l'ensemble d'entre vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Travaillez bien, passez une bonne journée, mais surtout de très bonnes vacances.